Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans le 5 enseignements sur la deuxième journée du Tour de Destination 2025. Ça a été très compliqué pour nos bleus et on va pas se mentir, aujourd'hui on a la gueule de bois. Voilà, ça fait mal, on a raté notre match, on est passé à côté, on aurait dû le tuer. Et honnêtement, on a presque déjà vécu cette sensation, rappelez-vous, en 2023. Et ça par exemple, Steph, tu nous le disais très bien, j'ai eu l'impression de revivre le quart de finale de la Coupe du Monde contre le Sudaf. On doit tuer le match en première mi-temps, et à la place, on les laisse espérer. Alors évidemment, dans ce débrief, nous allons voir aussi les autres matchs qui ont eu lieu ce week-end, et le week-end est assez riche en enseignements. On savait, c'était la deuxième journée du tournoi, donc ça allait forcément nous donner des indications sur le potentiel vainqueur, et bah voilà, on l'a le vainqueur potentiel, on a le favori du tournoi, c'est l'Irlande. Ce week-end, nous avons eu 3 matchs, l'Italie contre le Pays de Galles, les Italiens se sont imposés 22-15, la France a malheureusement perdu son match sur la dernière minute contre l'Angleterre 26-25. Et puis l'Irlande, au moment où je tourne cette vidéo, vient juste de s'imposer 32-18 face à l'Écosse. Au classement, l'Irlande prend la tête du tournoi avec un 10 sur 10 devant l'Angleterre et la France. La France est évidemment devant à la différence de points. Ensuite, nous avons l'Écosse qui a marqué 5 points. L'Italie est à 4 points puisqu'ils n'ont pas eu le bonus offensif face au Pays de Galles. Et le Pays de Galles s'en sort avec un simple petit point défensif, mais c'est bien terrible pour eux. Et oui, et c'est mon premier renseignement, le Pays de Galles est l'équipe la plus faible de ce tournoi. Honnêtement, on s'en doutait un petit peu avant le match contre l'Italie, mais là, ça l'a clairement confirmé. Ça n'a peut-être pas aidé en effet que le match soit sous la pluie, que le terrain était plutôt gras et que c'était pas forcément très agréable à regarder. Mais mine de rien, à la fin, ils ont eu l'opportunité de revenir, d'avoir une dernière relance, certes très compliquée, de remonter presque 80 mètres, et ils étaient asphyxiés dans leur terrain. Ils ne pouvaient rien faire. En face, j'ai trouvé une équipe d'Italie très pragmatique avec un Tommaso Allan assez bon au pied. J'ai notamment noté qu'il s'était nourri majoritairement des fautes des Gallois, 14 pénalités concédées par le Pays de Galles. Sur ces 14 pénalités, il y a donc eu 8 tentatives au pied pour marquer des points. 5 d'entre elles ont été converties, ce qui fait déjà 15 points sur les 22. Tout de suite, c'est bien plus compliqué à remonter. Et puis après, il y a évidemment un essai en plus des Italiens. Et cette désillusion galloise avec leur 14e défaite consécutive me fait dire une chose, c'est que la fin du tournoi va être très compliquée pour eux. C'est pas pour leur faire de tort, mais le niveau des autres équipes qu'ils vont devoir affronter est très élevé. Surtout quand on sait que globalement, il y a encore 3 potentiels vainqueurs du tournoi. Je ne sais pas ce qu'il leur faut à part 5 ans de construction massive pour espérer gagner dans le futur. Aujourd'hui, ça me semble impossible. C'est une catastrophe pour le Pays de Galles. Une catastrophe. C'est tellement décevant. Deuxième enseignement, on va aller sur le match qui nous a intéressé ce week-end en tant que nous, Français. Le crunch contre l'Angleterre, que nous avons perdu, malheureusement. Vraiment, je l'ai en travers de la gorge. Honnêtement, on aurait dû le gagner. Oui, clairement, on aurait dû gagner ce match. On était très supérieur aux Anglais. Et pour autant, c'est pas parce qu'on est une meilleure équipe qu'on arrive à créer de plus belles choses, qu'on est forcément efficace. Et pourtant, on disait par le passé que l'équipe de France était très efficiente. Sur ce match, ça n'a pas du tout été le cas. Et globalement, nous avons tous vu les mêmes choses. Vous avez noté, vous aussi, les imprécisions françaises. Par exemple, Steven, tu nous dis, les Français avaient leur destin entre les mains. Il leur a échappé à l'instar du ballon. Cela dit, les Anglais n'ont pas démérité. Ils ont été souvent dangereux et constants dans l'effort. Toi, Harry, tu nous dis, ce que je retiens, c'est surtout le nombre impressionnant d'imprécisions des Français. Les fautes de main, les ratés sur les renvois, presque tous les facteurs en fait, alors qu'ils nous avaient habitués à être assez disciplinés. Un peu plus de discipline, moins de ratés, et il y avait 2 ou 3 essais en plus en première mi-temps. Et je voudrais repartir de là, pour qu'on aille dans le détail un petit peu des imprécisions françaises. On note habituellement dans un débrief, quand tout se passe bien, certaines actions, certains essais en disant que c'est merveilleux. Et bien là, il faudrait quand même qu'on aille voir ce qui n'a pas marché. Et croyez-moi, je n'ai pas relevé 1 ou 2 essais qui auraient pu être marqués en plus, mais 4. Alors on commence avec la situation à 4 minutes 22 où Louis Bilbiaré va faire un en avant. Première situation d'essai, le dernier des défenseurs avait été battu par Pierre-Louis Barassi et il y avait champ libre pour LBB. Ça aurait fait plus 5 points tranquille. Et honnêtement, ce qui est frustrant, c'est que cette situation arrive après seulement 3 temps de jeu. On est parti à la base d'une récupération sur une chandelle anglaise, on a réussi à créer un décalage sur l'extérieur, et là, une incompréhension. La première faute de main du match, on se dit, c'est pas très grave. Malheureusement, il y en a d'autres. Deuxième imprécision, celle de Roumatch, ce n'était pas une situation claire et évidente d'essai, mais c'était un momentum de la part de nos bleus. Nous étions dans les 22 mètres anglais, on avait réussi un lancement de jeu depuis les 40 mètres anglais, pareil, 3 temps de jeu, et on se retrouve dans les 22 mètres à 10 mètres en gros de l'embut, et puis il y a une mauvaise passe de Dupont, c'est assez rare pour le souligner, sauf que du coup Roumatch, non seulement doit prendre le ballon, au lieu de le prendre devant, il le prend en hauteur et doit se relever, et après il prend toute la marée avec Curie qui arrive derrière, puis rien faire. C'était dans le mauvais timing et c'était une mauvaise passe.
La faute n'est pas vraiment sur Roumat, elle est plus sur Dupont à ce moment-là. Troisième imprécision, c'est celle de Penaud à la 15e minute à peu près. Une relance sur Chandel qui avait été bien récupérée par nos bleus, quelques temps de jeu, et puis il y a eu une superbe passe en fait de Yuni Antonio dans le dos pour Grégory Aldrit. Passe après contact d'Aldrit pour Boudéan. On rentre quasiment dans les 22 mètres anglais. Le ballon est éjecté, il n'y a plus qu'à donner à Penaud pour qu'il aille marquer un essai. Globalement, il y a pratiquement un boulevard. Vu les cannes qu'il a en début de match, ça devrait le faire. Et là, je sais pas, il y a peut-être une savonnette à la place du ballon. Qui sait? Et alors notez bien qu'il n'y a pas de plaquage haut sur Boudéan, l'arbitre l'a expliqué. On est à la limite de hauteur de plaquage, mais on est toujours au niveau des épaules. Il n'y avait pas de problème sur l'arbitre. C'est son interprétation et on doit la respecter. Bon, et puis pour se changer les idées et puis se remonter le moral, j'ai trouvé une situation un petit peu rigolote dans la suite du cafouillage de Penaud. C'est tout simplement cet assistant de terrain qui fait une tête tellement drôle, ça pourrait devenir un mème. Ça, globalement, c'est la tête que tous les Français ont fait à la fin du match. Voilà. Moi y compris. Malheureusement, les imprécisions françaises vont s'accumuler. Il y a Dupont, voilà, la superstar de ce groupe, qui fait aussi un cafouillage à la 20e minute. On avait défendu pratiquement pendant plusieurs minutes sur notre ligne, puis il y a eu une pénalité contre l'Angleterre. Penaud joue rapidement, on arrive à créer un surnombre et à remonter quasiment tout le terrain. Et puis là, Thomas Ramos arrive à fixer le dernier défenseur. Et Dupont s'est peut-être dit que c'était plus simple d'attraper le ballon à une main. Voilà, je sais pas pourquoi. La passe n'est pas mauvaise, la faute n'est pas sur Ramos, elle est uniquement sur Dupont. Cafouillage, nouvelle en avant. Et on en a eu bien trop pendant ce match. Ah, c'est terrible de revoir toutes ces actions. Et il y en a d'autres, 2 minutes plus tard, c'est Penaud, alors que les avants avaient fait un superbe travail, le contre de Roumat en touche, et puis nouvelle en avant, alors que vraiment l'essai était tout fait, l'intervalle était monstrueux, Penaud pouvait y aller clairement. Ça, c'est une situation d'essai comme la dernière que je voulais vous montrer, celle avec Movaka, on revient des vestiaires, on se dit que Fabien Galtier a remotivé, a remobilisé ses joueurs, et bah non, c'est pas le cas. On avait fait un bon grattage, on avait récupéré le ballon avec Louis Bilbiaré, et puis je sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être que le Bordelais n'était pas autant en confiance, parce qu'honnêtement, il avait les cannes d'y aller. On nous a vendu Louis Bilbiaré comme une flèche de l'équipe de France, bah là ça s'est pas forcément vu, en tout cas ça manquait dans les jambes. Pas de problème de vouloir faire la passe à Movaka, mais mauvais timing, la passe était pas trop mauvaise, mais voilà, incompréhension, cafouillage, peut-être même trop de précipitation. Et c'est le deuxième point de ce deuxième enseignement, à savoir que les Bleus ont sans doute surjoué. Pour vous dire, j'ai regardé la stat en termes d'éjection des rucks. La moitié des rucks de l'équipe de France étaient éjectés en moins de 3 secondes. Pour faire la comparaison avec les Anglais, un tiers de leurs rucks étaient éjectés au-delà de 6 secondes. Donc c'était très lent. Vraiment, les deux styles de jeu étaient complètement différents. Alors habituellement, quand on regarde ce genre de statistiques, on se dit que c'est plutôt bien de la part de l'équipe de France. Sauf que là, c'était peut-être un révélateur de trop de précipitation. Et qui dit précipitation dit erreur, dit faute de main et dit occasion gâchée. Et quand on voit que précédemment, on avait potentiellement 4 actions d'essai toutes faites, encore une fois, l'action avec Roumat et l'action de Penaud dans le couloir ne sont pas aussi évidentes, bah normalement, avec les 4 actions, on tourne à plus 20 points, voire plus 28, et là, le match est complètement différent. Et au-delà même de dire que les Bleus ont surjoué, j'ai plus trouvé que les 3 quarts, en fait, avaient surjoué dans ce match. Et ça, c'est ce que tu nous dis aussi, Benoît, sur ton ressenti final. Les avants ont gagné le match et les arrières l'ont gâché. Et ça, c'est terrible, sachant qu'on a globalement les meilleurs arrières de la planète. C'est triste, c'est horrible, c'est horrible. Alors, deuxième enseignement sur ce match, ne jamais donner trop d'espoir à l'adversaire. Quand les Anglais ont vu le nombre de fautes de main que nous avions, bah, ils ne se sont pas posé de questions. Ils ne se sont pas dit, quel dommage, il faut absolument les laisser passer. Non. Mais c'est parfait, messieurs les Bleus. Continuez à faire des erreurs comme ça. Nous, on va aller prendre la moindre miette qui tombe de votre table. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été ultra efficaces. Ce qui m'a personnellement très impressionné de la part des Anglais, c'est leur faculté à marquer tout de suite des points dès que nous, on en marquait. On a mis quasiment 30 minutes à ouvrir le score et il a fallu 5 minutes pour que les Anglais reviennent. Et en moyenne, à chaque fois que les Bleus marquaient des points, 5 minutes, 6 minutes plus tard, les Anglais remarquaient des points. Et donc, ils marquaient les esprits dans cette guerre psychologique. Et honnêtement, notre mental était moins bon que celui des Anglais. Les Anglais ont rien lâché, ils avaient moins de pression. Ils étaient à domicile aussi, et on sait que c'est très difficile de se placer à Twickenham. Et au final, on s'est fait avoir, comme contre l'Afrique du Sud. On revit la même chose. Alors pour autant, est-ce que ça veut dire que c'est la fin? Non. On n'est qu'à la deuxième journée du tournoi. On n'a pas encore joué contre les Irlandais qui sont actuellement invaincus. Donc, il va falloir tout miser sur ce match en Irlande. Ce sera loin d'être facile, mais
ce sera notre seule opportunité pour le faire. Les Anglais, eux, doivent assurer les 3 prochains matchs pour espérer une victoire, mais en tout cas, ils ne pourront plus être acteurs ni contre les Français ni contre les Irlandais. Tout va se jouer en Irlande. Et cette défaite, elle est ultra intéressante parce qu'elle nous apprend l'humilité. Parmi les quelques défaites du 15 de France de Fabien Galtier, il faut savoir qu'on tourne à 80% de victoires, il y a celle de l'Afrique du Sud qui est très marquante et qui nous a bien plombé le moral. Celle-ci est à mon avis juste derrière. Et il doit y avoir un France-Angleterre en 2021 lors de la Coupe des Nations en automne. Il doit y avoir aussi un France-Angleterre, on perd de 3 points à Twickenham pendant le tour des destinations. Globalement, on sait quels sont nos ennemis. L'Angleterre, toujours. Quatrième enseignement dans ce E5, malheureusement, les Écossais se sont sabordés. Il est tellement dramatique ce match entre l'Écosse et l'Irlande. À la 20e minute, Finn Russell fait un tête contre tête quasiment avec Darcy Graham. L'ailier va sortir sur civière. Protocole commotion négatif pour Finn Russell. La désorganisation est totale, surtout quand il y a un banc à 6 avant et 2 arrière. Alors on a vu une belle réaction de la part des Écossais en début surtout de deuxième mi-temps, mais ce n'était pas suffisant. Le banc irlandais a une nouvelle fois montré sa supériorité et l'enseignement majoritaire pour cette équipe-là, c'est qu'ils sont pratiquement éliminés de la victoire finale du tournoi. Et oui, malheureusement, ils avaient l'Irlande à domicile, ce qui est quand même bien plus simple que de l'affronter à Dublin, sauf que leurs déplacements vont avoir lieu prochainement en Angleterre et en France. Et à moins que vous voyez les Écossais gagner chez nous, ça va être difficile. Donc l'Écosse devrait s'en sortir avec 2 défaites dans ce tournoi, peut-être 3 contre l'Angleterre. Ça sera très intéressant à suivre dans 2 semaines entre ces deux nations-là. Le plafond de verre est toujours trop haut pour cette équipe. Bah voilà, on a atteint la limite de l'Écosse. Je sais pas quand est-ce qu'ils pourront gagner. Et le 5e et dernier enseignement de cette journée, c'est que l'Irlande est le patron. 2 matchs, 2 victoires bonifiées. Ça a été compliqué contre l'Angleterre. Ça a aussi été compliqué un petit peu contre l'Écosse, mine de rien. Et bah 2 des grosses nations potentiellement favoris pour la victoire finale ont été enlevés, ils s'en sortent avec un 10 sur 10, il n'y a rien à dire, ils sont trop forts. Et c'est là où les Irlandais sont d'autant plus impressionnants, c'est qu'ils arrivent à tuer le match à la 60e minute, quand nous autres Français, nous avons laissé trop d'espoir face aux Anglais, alors que potentiellement, on devait le faire. Et quand nous, on perd d'un point alors qu'on en a loupé 5 au pied, c'est rageant, c'est vraiment rageant. Les Français doivent s'améliorer quand les Irlandais sont quasiment parfaits, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ils se sont déplacés en Écosse, on leur disait que ça allait être très difficile. Bonus offensif, même pas de bonus défensif pour l'Écosse. Il va vraiment falloir se concentrer sur ce déplacement à Dublin, car honnêtement, ce sera la finale du tournoi. On va terminer par les notes que j'ai laissées pour chacune des équipes. Sachez que vous pouvez le faire vous aussi de votre côté avec le formulaire disponible dans la description et en commentaire épinglé. Les notes et les avis que vous allez mettre dans ce formulaire serviront notamment pour la preview de la 3e journée du tournoi. Alors pour les notes, l'Irlande 17, la France 11, l'Angleterre 15, l'Écosse 13, l'Italie 15 et le Pays de Galles 10. Pour l'Irlande, c'est logique. Hormis le petit trou en début de deuxième mi-temps, c'est ça qui peut être ajusté pour la suite, mais ils étaient vraiment en place et puis surtout ils étaient à l'extérieur. La France, je leur mets 11. Voilà, le nombre d'imprécisions pour les occasions d'essai, c'est pas acceptable et c'est pas digne en tout cas d'une équipe qui est favorite pour le tournoi. L'Angleterre par contre c'est un 15. Très honnêtement, j'ai pas été emballé par leur jeu. C'était du jeu à l'anglaise, beaucoup de chandelles, beaucoup de duels aériens, mais c'était pas fou non plus, ils bénéficient surtout de la contre-performance de nos bleus. Pour l'Écosse, c'est un match très difficile à juger. Pour imaginer la même situation avec le 15 de France, il faudrait voir sortir Dupont et Penaud sur la même action. Ce serait terrible et c'est ce que les Écossais ont vécu, donc match très compliqué. Je trouvais qu'ils étaient bien remobilisés en deuxième mi-temps, l'Irlande était trop forte et en même temps, quand t'as pas tes animateurs de jeu, ça reste limité. À la base, pour l'Italie, je partais avec une note bien plus élevée, à savoir un 17, un 18. Mais les 5 dernières minutes du match m'ont beaucoup déçu. 2 cartons jaunes, un essai de pénalité. Ils laissaient potentiellement les Gallois gagner ce match, ce qui était vraiment inacceptable alors qu'ils avaient fait un boulot monstrueux pendant 75 minutes. Donc je reste sur un 15. C'est une victoire, il fallait gagner ce match. Ils l'ont fait, bravo à eux. Maintenant, il faudrait peut-être espérer une deuxième victoire. Mais en face, ils vont prendre France, Irlande et Angleterre. Et enfin, pour le Pays de Galles, je leur mets 10. Ils n'ont pas réussi à saisir l'opportunité en fin de match. Ils étaient bien revenus quand même au cours de la partie, mais c'est une 14e défaite et ça ne pardonne pas. Voilà, c'est tout pour ce débrief, ce format E5. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Et puis sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, allez les Bleus! Bah oui, on y croit toujours. Évidemment, c'est pas parce qu'on a perdu en Angleterre qu'on peut pas les gagner en Irlande. On va les gagner en Irlande. On va les gagner en Irlande.